Qatar, foot, business et politique, on se demande pourquoi le Qatar dérange. Et je voudrais vous faire réagir, Jérôme Gessel et Pascal Boniface, sur cette déclaration d'Arsène Wenger qui dit « Quand un pays possède un club, tout devient possible ». Oui, alors ça, ce sont vraiment des réflexions un petit peu d'envie ou de jalousie. De mauvais perdant. C'est un petit peu ce qui arrive d'ailleurs au président de la Liga qui veut pas accepter la clause libératoire de Neymar, le président de la Ligue espagnole. C'est vrai que le fait que le Qatar soit derrière le Paris Saint-Germain, effectivement, dans le monde du football, ça crée beaucoup de polémiques. Mais Arsène Wenger, pourquoi dans ce cas, il parle pas de Manchester City, qui est aussi soutenu par un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis. Donc, auquel cas, pourquoi toujours focaliser ces réflexions et ces petits tacles sur le Qatar et sur le Paris Saint-Germain? Pourquoi? Parce que la France, on n'aurait pas le droit d'avoir une belle équipe, une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que les Anglais nous ont longtemps un petit peu regardé de haut, avec un brin de condescendance. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait que le championnat de France, qu'il y ait des équipes comme ça qui émergent, franchement, ça crée des tensions. Mais moi, je trouve que c'est formidable, justement, pour la compétition. Et le fait qu'aujourd'hui, on peut être sûr qu'avec des Neymar et peut-être d'autres joueurs qui vont arriver encore jusqu'à la fin du mercato au 31 août, le Paris Saint-Germain va pouvoir jouer les premiers rôles en Europe. Et à mon avis, c'est ça aussi le véritable but des Qataris. C'est non pas au niveau national, mais c'est que le Paris Saint-Germain soit l'un des clubs mondiaux les plus prestigieux et celui qui gagne les plus belles compétitions. Pascal Boniface. Alors, franchement, là, c'est Arsène Wenger, tout le respect qui lui est dû. On rappelle qui c'est pour les c'est l'entraîneur mythique d'Arsenal, qui a eu beaucoup de titres avec Monaco, quelqu'un dont la rigueur est appréciée, etc. Mais il a quand même largement pillé pendant des années les centres de formation français pour les faire venir dans son club Arsenal, sans que ça le gêne beaucoup. Et son club n'appartient pas à des Anglais, il appartient à des oligarques qui ont aussi des poches bien remplies. Donc il y a au côté un peu celui qui avait le monopole qui se plaint qu'un concurrent arrive. Parce qu'effectivement, déjà qu'Arsenal a quand même quelques difficultés en Champions League, là ils en auront encore un peu plus. Donc ce n'est pas sérieux. Donc pour vous, il est un peu gonflé quand il dit ces investissements ne se justifient pas. Quand Arsenal achète des joueurs très chers, ça ne se justifie pas plus. Disons que son argument vaudrait s'il n'y avait pas le fair play financier de l'UEFA. Et là, il faut rendre hommage à Michel Platini, qui l'a mis en place lorsqu'il présidait l'UEFA. C'est que Qatar ou oligarque, on ne peut pas rendre un club déficitaire. Si on veut participer à la Champions League. Et il y a déjà 3 ans, le Qatar a été sanctionné. Il avait dû vendre des joueurs, inscrire moins de joueurs que possible sur la liste de la Ligue des Champions. Et s'il recommençait, il pourrait ne pas participer à la Champions League, ce qui n'est pas le but. Et cette règle veut dire qu'un club doit avoir de vraies recettes. Et si le Qatar, il y a 4 ans, l'autorité de tourisme du Qatar avait donné 200 millions au PSG pour développer le tourisme au Qatar. L'UEFA a trouvé que peut-être que le tourisme au Qatar n'était pas aussi développé que cela et qu'il y avait une partie subvention. Et donc, ils avaient retiré des comptes du Qatar 100 millions. Et donc là, si Neymar, si c'est un fonds quelconque du Qatar qui donne sans réelles recettes l'argent pour Neymar, ça ne rentrera pas dans le fair play financier. Donc, qu'il s'agisse d'un État ou d'un oligarque, on peut regretter l'époque où les clubs étaient gérés par des associations de loi 1901. Donc pour vous, ces sommes ne vous choquent pas? Même si Arsène Wenger dit c'est incommensurable, irrationnel. Le budget de Arsenal est pas très loin de celui du Qatar. Et après, soyons conséquents. Si des gens du Parti communiste ou de France Insoumise râlent contre ça, ils sont contre l'économie de marché, ils râlent contre ces salaires, ok. Mais si vous êtes pour l'économie de marché et que vous râlez contre ça, c'est que vous êtes un faux cul, c'est tout. Vous êtes un faux cul. Et soit vous êtes pour l'économie de marché et vous dites, bon, voilà, il y a Neymar. Personne n'oblige d'acheter un maillot 100 € ou de dépenser 40 € par mois pour voir des chaînes, vous voyez des matchs de foot. On ne vous met pas un fusil sur la tempe pour le faire. Si vous le faites, c'est l'économie de marché. Vous rapportez beaucoup d'argent, vous en recevez. Vous qui aimez le foot, vous trouvez ça normal de dépenser autant d'argent? Mais non, mais on ne dépense pas autant d'argent. L'argent existe. Donc si l'argent existe, il est réparti non pas aux propriétaires, mais aux joueurs finalement. Les acteurs, pourquoi personne ne râle sur les droits d'auteur de J.K. Rowling ou les cachets de Beyoncé? Ça vous choque pas, ça? Mais dès qu'il c'est un footballeur, ça choque. Pourquoi on ne râle pas sur Beyoncé, sur George Clooney? George Clooney, combien il gagne? Il gagne plus que Neymar. Ça vous choque? Non. Pourquoi? Parce que c'est une star.
Dès qu'un footballeur a une star, ça choque les gens. On se dit, c'est pas normal. Parce que, quelque part, il y a quand même le sentiment de mépris social, disons-le, qu'on ne doit pas gagner de l'argent en jouant au foot. Mais c'est vieux comme le monde. Depuis que le football professionnel existe, on dit que c'est pas normal que des abrutis gagnent du pognon en lançant un ballon. Jérôme Gessel, terminé sur le mépris social envers les footballeurs. Non, mais c'est vrai. Bon, le foot professionnel existe en France depuis 1930. Et déjà, dans les travées des stades de 1930, c'était toujours ils sont trop payés, feignants, remboursés, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on entend communément sur les stades de football. Mais c'est vrai que si on met en parallèle ce que peuvent gagner les stars du box-office américain au cinéma, alors on va me dire oui, mais ils sont rentables. Mais je pense qu'on peut aujourd'hui penser que, même si ça paraît comme ça un petit peu irrationnel sur le papier, que le transfert de Neymar sera quelque chose de très rationnel et qui va apporter beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain et aussi indirectement à tout le football français. On aura compris que le Qatar essaie de gagner du terrain dans le monde du football, alors qu'actuellement il est mis au banc par ses voisins, l'Arabie Saoudite en tête, qui l'accuse de financer le terrorisme. Le Qatar se retrouve depuis 2 mois confronté à un blocus, une crise sans précédent. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Xavier Giacomoni et Éric Josset. Qu'est-ce qu'on reproche exactement au Qatar? Est-ce que c'est vraiment l'accusation de soutenir des groupes terroristes qui est vraiment la raison qui est avancée officiellement, ou derrière il y a une guerre d'influence dans la région, tout simplement? Oui, ça a été très bien dit dans votre reportage et les interviews. Les 2 reproches principaux qui sont faits au Qatar, les vrais reproches, c'est la proximité avec l'Iran et Al Jazeera, qui est le poil à gratter de la région. Al Jazeera est très libre, ne dit rien sur le Qatar, bien sûr, mais est très agaçant pour les autres. Ensuite, il y a aussi un soutien au Qatar à des mouvements que n'aiment pas les Saoudiens et les Émiratis, notamment les frères musulmans. Et là, mais qui n'est pas un groupe terroriste, qui est un groupe politique, dont on peut ne pas partager les fondements et les avis, mais qu'on ne peut pas qualifier de terroriste. Et là, donc, il y a de vraies divergences politiques. Et puis, disons qu'on peut dire qu'historiquement, le Qatar veut être indépendant de l'Arabie Saoudite parce qu'ils sont tous les 2 sunnites ou wahhabites, ils ont les mêmes sources. Et cette proximité crée de l'hostilité. Parce que pour les Saoudiens, le Qatar est une excroissance non naturelle et qui devrait être plutôt dans le royaume. Et donc, pour se distinguer, le Qatar a tenu un discours qui est un petit peu de distinction par rapport à l'Arabie Saoudite, qui les fâche maintenant. Et dans cette guerre entre l'Arabie Saoudite, guerre d'influence, guerre diplomatique, et le Qatar, quel rôle peut jouer la France? Où va notre intérêt? D'abord, la France est un allié naturel ou réel du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie et de l'Égypte. Donc les 4 nations qui se battent dans le Golfe sont des amis de la France. On est amis avec tout le monde. Absolument. Et regardez la balance commerciale française avec tous ces pays, elle est extrêmement bonne. Il y a des ventes de Rafale au Qatar et autre chose. Il y a aussi une base aérienne qui est opérationnelle dans les Émirats Arabes Unis, plus les ventes précédentes de plein de choses. Il y a le Louvre à Abu Dhabi. Et avec l'Arabie, c'est une puissance qu'on ne peut pas négliger. La balance commerciale est plutôt bonne. Avec l'Égypte, rappelez-vous les Mistral, rappelez-vous les Rafales. Bref, si vous voulez, comment fait-on alors? La France peut prêcher la bonne parole pour dire allez, on est toujours derrière le Koweït qui mène une opération de réconciliation entre ces Émirats. C'est une affaire qui doit être gérée et réglée entre les principaux pays du Golfe. Et c'est l'émir du Koweït, qui est le doyen un peu des pays de la région, qui mène cette opération. Mais elle a échoué. Même les Américains qui sont intervenus, Tillerson est allé sur place, n'a pas réussi. Le président Erdogan, le président de Turquie, n'a pas réussi. Donc c'est une affaire qui mobilise beaucoup d'énergie, mais pour l'instant qui ne va pas forcément réussir. D'autant plus que on parlait tout à l'heure de foot, de la Coupe du Monde 2022, avec cette crise, avec l'état de siège dans lequel vit le Qatar. Je ne suis pas certain que les infrastructures pour la Coupe de 2022 puissent être on va y revenir sur les infrastructures. Ala Kodmani, on est tiraillé entre les différents acteurs de la région. Comment fait-on dans cette crise? On ne peut rien faire de plus que ce qu'on fait, que ce que tout le monde fait en fait. Parce qu'il est évident que ce soit la France ou les autres pays européens ou même les États-Unis, chacun a des intérêts vitaux avec
aucun des pays rivaux. En même temps, ces pays-là ne demandent absolument pas qu'on prenne parti. Les uns et les autres, il y a eu un défilé diplomatique des ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, puis du Qatar, puis du Koweït, puis des Émirats, etc. Donc, ils ont défilé dans toutes les capitales européennes, vice-versa, chacun des ministres. Enfin, il faut montrer à la fois qu'on tient beaucoup au partenariat avec ces pays-là, on ne veut pas prendre parti, et ils sont toujours en train de balancer, cela dit. Hein. Je veux dire, le Qatar a eu l'impression que l'Allemagne penchait plutôt de son côté, que les Émirats ont eu l'impression que la France était plus liée à eux. Bon. Parce qu'en fait, derrière ces pays, il y en a d'autres aussi. Il y a la Turquie, il y a l'Iran. De famille dans lesquelles il vaut mieux ne pas se mêler. Parce que qu'ils restent entre eux. Et il faut surtout pas prendre parti. Alors, il y a eu des propositions de médiation. Heureusement, il y a un médiateur de la région, de la famille, qui peut-être finira par arriver à quelque chose, parce que c'est évident que, comme il n'y a pas de véritable raison fondamentale, sinon que, on veut simplement redimensionner le Qatar. Dire, bon, voilà, tu es un petit pays de temps, il n'y a pas de raison de se prendre pour une grande puissance et d'avoir une politique complètement différente, voire opposée à ses voisins et ses partenaires du Golfe. Pascal Boniface, derrière cet affrontement, il y a un affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, dont le Qatar est proche. Et on peut dire d'ailleurs que le blocus a été quelque part déclenché par Donald Trump lorsqu'il s'est rendu en Arabie Saoudite. Les Saoudiens étaient très inquiets d'Obama, parce que Obama s'est rapproché de l'Iran. Il y a eu l'accord du 14 juillet 2015 qui a réintégré l'Iran, l'accord sur le nucléaire iranien, qui a réintégré l'Iran dans la communauté mondiale. Et les Saoudiens se sentaient lâchés par Obama. Les Américains maintenant ont du pétrole, ils ont moins besoin d'une autre. Ils se rapprochent de l'Iran. Obama a laissé tomber Moubarak, qui était son meilleur allié dans la région. Et donc Obama n'est plus une garantie pour nous. Trump arrive, c'est un cadeau de Noël en plein hiver pour eux, et donc ils vont acheter 110 milliards de contrats d'armement qui sont importants pour Trump, parce que c'est des emplois aux États-Unis, donc ça conforte son programme, et ça conforte le lobby, le complexe militaro-industriel américain. Et Trump, donc, qui déteste l'Iran également, a trouvé un point finalement d'accord avec les Saoudiens. Et en fait, derrière le Qatar, le pays qui est réellement visé, c'est bien l'Iran. Et ce qui reproche au Qatar, c'est d'être trop accommodant, effectivement, avec l'Iran. Mais, comme ça a été dit, c'est difficile pour le Qatar de faire autrement, vu les liens par rapport à la ressource gazière. Alors, vous nous dites qu'il ne faut surtout pas que la France se mêle de ce conflit, mais jusqu'où ça peut aller combien de temps ça peut durer? Il commence à y avoir des tensions, parce que, par exemple, les Émirats arabes unis ont plus de relations commerciales avec l'Iran que le Qatar. Et au sein de la fédération, c'est une fédération, Dubaï, qui est le centre, la plaque tournante des intérêts commerciaux iraniens, n'a pas tellement envie de se disputer avec l'Iran, alors que Abu Dhabi, qui est à la tête de la fédération, a peut-être d'autres motivations. Par ailleurs, le futur roi, le prince héritier Bin Salman, est un peu en difficulté, parce que ce blocus fait pas très bon effet quand même, c'est un peu d'un autre temps. Il va être un blocus sur un pays. Il a échoué au Yémen, une guerre qu'il a lancée, mais qui se prolonge et qui commence un petit peu à susciter des réactions. On voit bien que ce blocus au Qatar gêne le Qatar, mais ne débouchera pas. Le Qatar, il demandait la fermeture d'Al Jazeera. Le Qatar ne va pas fermer Al Jazeera. C'est comme si la Chine demandait à la Grande-Bretagne de fermer la BBC. Ça ne se fait pas, tout simplement. Et donc le Qatar ne l'a pas fait, et il faudra bien trouver une issue. Mais effectivement, les pays européens et la France est la plus mal placée. On peut servir de go-between, mais certainement pas choisir un camp contre l'autre. Et on peut continuer à commercer avec ces pays malgré la crise? Difficilement, parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, par exemple, et européennes, qui sont déployées au Qatar, ont des bases arrières en Arabie et dans les Émirats. Et donc, ils ne peuvent plus envoyer des camions, du matériel à travers la frontière, puisque la frontière est fermée. Donc, ce qui fait que ça génère beaucoup de retard dans l'exécution des travaux, beaucoup de surcoûts, parce qu'il faut maintenant trouver d'autres équipes, les déployer sur place. Et donc, le Qatar est dans une situation de stress, en quelque sorte, non seulement diplomatique, mais surtout financier. Tous les jours, pour subventionner les produits de première nécessité, le Qatar débourse 2 millions de dollars juste pour maintenir les prix. Il a fait venir de Turquie plus de 200 vols par les avions pour se substituer aux marchandises qui arrivaient par la mer ou par
par les Émirats arabes unis ou par l'Arabie. Donc le Qatar souffre vraiment de ce blocus. Mais il souffre, il n'a pas beaucoup de temps devant lui, alors que ses voisins, eux, ont plus le temps et ils peuvent patienter. Le Qatar, maintenant, fait en quelque sorte le fier en disant « ça ne me touche pas, même pas mal », ainsi de suite. Mais sur le moyen terme, il doit débloquer énormément d'argent pour garder le même niveau de vie et surtout pour assurer ses engagements par rapport aux infrastructures de 2022. Ala Konmani, quels sont les risques à court terme dans la région ? Moi, je ne crois pas que la crise entre pays arabes du Golfe puisse constituer un danger extraordinaire. D'autant plus que je serais plus nuancée sur l'Iran, qui n'est pas nécessairement la principale raison, qu'ils en profitent un petit peu. Mais même le Qatar craint l'Iran. Ils vont ménager. Mais ils savent que l'Iran pourrait ne faire que boucher du Qatar. Ils n'ont pas intérêt. Et c'est pourquoi ils sont plus tendance à se rapprocher de la Turquie, qui peut les défendre et qui a des relations historiques ces dernières années, économiques, etc. Donc, je crois Est-ce qu'il faut défendre le Qatar ou se dire, après tout, ils ont bien cherché ce qui leur arrive ? Je crois que personne n'est à défendre ou à attaquer là-dedans. Hein. Mon sentiment, c'est surtout des réactions un peu immatures. On a tout un environnement qui montre l'immaturité de ces pays et des dirigeants actuels, qui sont des jeunes tout contents de leur place, de leur puissance, de leur argent, et qui veulent jouer leur jeu. Chacun veut avoir le dernier mot, veut imposer sa ligne ou sa volonté à l'autre. Et je crois qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité, y compris et surtout vis-à-vis des autres crises de la région. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de créer vraiment une querelle sans intérêt et alimentée par tout le monde, par les uns et par les autres. C'est pour ça que il faut surtout pas prendre position. Au moment où on sait comment ça se passe en Irak, on sait ce qui se passe en Syrie, on sait les intentions de l'Iran, au Yémen à côté. Enfin, on n'a pas besoin de ça, quoi. Pascal Boniface, on entend l'argument sur les responsabilités de tous ces acteurs dans la région. Et qui peut siffler la fin de la récréation ? On voit mal parce que effectivement, personne n'est capable de le faire pour l'instant. L'ONU pourrait jouer ce rôle-là, mais l'ONU n'a pas le pouvoir. Les Américains n'ont pas personne. Il n'y a que si les acteurs réalisent qu'ils sont dans une impasse et qu'ils réalisent l'erreur qu'ils ont fait pour les raisons qu'Ala Konmani vient indiquer et qu'ils reviennent en arrière. Et nous, on n'a pas à défendre quiconque. La France, je veux dire, il faut juste faire respecter le droit international, espérer que ça ne dégénère pas, parce que pour l'instant, c'est une querelle. Il n'y a pas de conflit armé, fort heureusement. Et donc là, il ne faudrait pas que ça dégénère. Mais on ne voit pas quel acteur extérieur a les capacités aujourd'hui d'imposer sa loi à ces acteurs. Qui sont autonomes et qui alimentent, pour des raisons qui leur sont propres, leur querelle, je dirais, de voisinage et de cousinage. Jérôme Gessel, malgré l'embargo, le Qatar roi du mercato, pour reprendre le titre de l'article des Libérations, c'est désormais officiel, c'est le Barça qui l'annonce. Neymar quitte officiellement le Barça en lui payant directement sa clause libératoire. Voilà. C'est la fin de la guéguerre. Oui, c'était plus une posture de la part du président de la Ligue espagnole qui a fait un peu retarder le processus. Maintenant, ce qui sera intéressant de regarder de façon plus précise, c'est le montage financier qui permet justement à Neymar de payer lui-même sa clause libératoire. Parce que là, je pense que ça peut-être être aussi une autre cause de polémique. C'est-à-dire, vous nous parlez de montage financier, là. Oui, c'est-à-dire que... Ça crée des fantasmes. Expliquez-nous. C'est vrai qu'il y a le fair play financier instauré par Michel Platini, mais Neymar, pour se libérer en fait de FC Barcelone, a dû racheter les années de contrat qui lui restaient. Une clause libératoire qu'on appelle dans le football de 222 millions. C'est Neymar lui-même qui a payé ces 222 millions. Mais ces 222 millions ont Il les a trouvés où ?
nous, voilà. Voilà, c'est là la question. Ils ont été financés par le fonds d'investissement qatari qui, on parle d'une enveloppe de 300 millions qui permettrait de payer la clause libératoire et d'avoir 80 millions d'euros environ de primes à la signature. On essaye d'habiller ça sous le fait que justement Neymar pourrait devenir un des principaux ambassadeurs de la Coupe du Monde 2022. Alors peut-être ce sera que la paix peut-être pourra venir de Neymar parce que comme il a des fans un peu partout, est-ce qu'il pourrait être cet élément de tempérance? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, ce qui vient d'arriver, la dépêche, je pense que la polémique va pas cesser et puis après on va se dire mais d'où vient l'argent et comment est-ce possible? Est-ce qu'on n'a pas voulu trop dribbler les règles du droit sportif? Eh ben justement, Neymar, l'ambassadeur du Qatar, vous nous offrez une transition parfaite pour le sujet. Dans cette lutte d'influence avec ses voisins arabes, on l'a compris, le Qatar joue sur plusieurs terrains, la religion, la télévision, le sport, une autre manière d'exister. C'est ce qu'on appelle le soft power. Pauline Rosenberg. Ses armes, les médias, le sport et la culture. Une stratégie de communication mise en place dans les années 90 par le cheikh Al Thani, qui cherche à plaire à la fois au monde arabe et à l'Occident. Christian Chesneau dans le sujet, dire le Qatar cherche à faire passer un message. C'est pas seulement la publicité pour le pays. Il y a une idéologie derrière, celle des frères musulmans. Oui, tout à fait. Bien sûr, ils sont très proches idéologiquement. Et Al Jazeera fait passer un message un peu de révolte contre les pouvoirs arabes en place, ce qui leur a attiré l'inimitié des pouvoirs en place qui n'appréciaient pas que l'on fasse une sorte, de faire passer des messages qui étaient plutôt favorables aux frères musulmans. Donc c'est effectivement, ça a amené que l'Égypte, les Saoudiens sont maintenant à couteau tiré avec le Qatar parce que Al Jazeera a une énorme influence, peut-être moins maintenant qu'il y a quelques temps, parce que le côté nouveauté et le côté seule chaîne arabe existant, ce n'est plus le cas. D'autres se sont créés par là. Mais Al Jazeera a joué un rôle important d'innovation et en même temps, effectivement, de faire passer des messages. Même si aujourd'hui, le rôle est quand même plus discret, enfin plus limité qu'il ne le fut au début des années 2000. Antoine Basbou, cette question nous ramène à notre question initiale. Pourquoi le Qatar dérange? Parce qu'on l'accuse de vouloir promouvoir une idéologie, celle des frères musulmans, notamment quand il dit qu'il veut investir dans les banlieues un islam politique. Le Qatar dérange ses voisins parce qu'il les déstabilise. Il soutient les oppositions à Bahreïn. Il finance les frères musulmans, les cellules des frères musulmans aux Émirats. Il soutient une certaine forme d'islamisme politique en Arabie Saoudite. Il inquiète aussi en France. En Égypte, à Gaza. Bref, il a chevauché une mouvance qui est celle des frères musulmans parce qu'il n'a pas beaucoup de population. Il a voulu instrumentaliser cette mouvance pour avoir du poids. Et pour la France, pour les banlieues, c'est là où le bas blesse, mais il a très vite reculé parce qu'il a compris que là, il touchait à la souveraineté nationale et que c'était très mal vu en France, donc il a reculé. Pour le reste, ses voisins lui reprochent des interventions, des ingérences importantes et un double langage. Et par exemple, les enregistrements entre l'ancien émir et le président yéménite, entre l'ancien émir et Kadhafi, pour comploter contre les pays voisins du Qatar. Tout ça, ça a conduit l'ancien émir à quitter le pouvoir, à le laisser à son fils. Donc il y a des dépassements dans cette volonté, cette ambition politique et géopolitique. Le Qatar ne peut pas jouer dans la première ligue géopolitique mondiale. Il faut c'est une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf et ses voisins ne l'acceptent pas. Il faut que le Qatar réduise ses ambitions géopolitiques et revienne un peu dans le rang. Il fait partie du CCG, les 6 monarchies du Golfe, mais il joue sa propre partition et ne suit Conseil pas... de coopération du Golfe, je précise voilà. Le sigle. Ala Konmani, l'influence du Qatar dans la région, elle est réelle? Ce soft power, ça fonctionne? Oh, il n'y a pas que du soft power. Il y a quand même beaucoup de power financier. C'est-à-dire que le Qatar s'est comporté exactement comme il le fait pour ses investissements financiers, un petit peu dans le pétrole, un petit peu dans l'industrie, un petit peu dans l'immobilier, un petit peu dans... Là, il a fait exactement la même chose politiquement
en prenant un petit peu de Palestiniens, un petit peu de Syriens, un petit peu d'Égyptiens, un petit peu, en injectant, parce que c'est pas que des messages à travers Al Jazeera qui sont passés, c'est quand même un soutien financier, parfois en armes, actif sur le terrain, et des fois assez opportuniste. Tantôt c'était une OPA sur le Hamas à Gaza. On va acheter Gaza, pratiquement. Et puis Gaza, bon, c'est pas une affaire d'acheter Gaza. Bon, il y a d'autres priorités, alors on saute. Il y a un côté, je m'amuse avec le monde et mon argent, au-delà de l'idéologie. Bon, c'est vrai que c'était plutôt en direction des mouvements islamistes, où que ce soit, en les promouvant. Et bon, faut rappeler que c'est aussi parce que le Qatar a beaucoup aidé que ce soit les frères musulmans en Égypte ou en Tunisie au lendemain, que ces révolutions ont été un peu démonétisées. C'est-à-dire, il y a des discrédits qui est venu à cause de cette OPA que le Qatar a décidé de faire sur les révolutions arabes. Oui, les révolutions arabes, c'est moi, j'achète, c'est bien, c'est sympa, ça a l'air de marcher, ça fait de l'écoute à Al Jazeera et j'achète. Et je crois que là, ils sont en train de tomber là-dedans, quoi. On ne peut pas se mêler de tout, n'importe où, n'importe comment, même si on en a les moyens. Beaucoup de Tunisiens se sont séparés d'Ennahda, le parti proche, disons, des frères musulmans en Tunisie, justement qui était accusé d'être trop proche d'un pays étranger. Et les Tunisiens voulaient une révolution nationale et non pas une révolution alimentée par un pays étranger. Donc effectivement, le soutien trop affiché du Qatar à certains mouvements est venu les faire suspecter d'avoir moins de racines nationales que de liens avec le Qatar. Et ce soft power, il fonctionne aussi en France ? Il faut aussi ne pas oublier que Al Jazeera, à partir de 2001, a été la chaîne de Bin Laden. Toutes les revendications des kamikazes du 11 septembre sont passées par Al Jazeera. Et Al Jazeera a été la référence de toutes les chaînes, y compris de LCI et de TF1 et de France 2, parce que c'est par là, c'était le canal de Bin Laden, et le Qatar le revendiquait. Donc il faut se rappeler cela aussi. Ils ont joué sur tous les tableaux, et maintenant, ils sont en train d'encaisser un peu le contre-coup de certains jeux qui ont foiré. Sur les banlieues françaises, je suis d'accord avec Tanguy Lanous, c'était une vraie erreur de communication parce qu'il fallait se rendre compte de l'état du débat en France sur l'islam. Et là, en disant, bon, les Américains ont investi les banlieues, tout le monde a trouvé ça formidable. Mais ce sont les Américains. Donc les gens étaient contents de voir des vedettes américaines débarquer, du basket, etc. Et quand le Qatar a voulu faire de même, en partie d'ailleurs pour attirer des talents chez eux, parce qu'ils ont besoin de talents par rapport à la faiblesse de leur population, ça a été vu immédiatement par rapport aux débats que nous avons en interne sur l'islam, qui sont des débats... C'est juste une erreur de communication ? Disons qu'ils ont voulu investir, amener des gens chez eux, être influents, et effectivement, ils ne se sont pas rendus compte que ça allait, comme un boomerang, se retourner contre eux, parce qu'on y a vu une tentative d'OPA sur la jeunesse, donc je pense que ça méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Il y a eu comme Pascal Boniface, vous nous dites qu'ils n'ont pas encouragé chez nous un certain courant idéologique, un islam politique. Si, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils ont effectivement aidé l'UOIF, dont ils sont proches avec Vétérans. Mais il n'y avait pas la volonté, ils n'ont pas voulu transformer le Parc des Princes en mosquée. Il ne faut pas non plus tomber dans les fantasmes les plus grands non plus. Mais effectivement, ils ont voulu faire ça. Et comme sur d'autres terrains, ils sont allés trop loin et ça s'est retourné. Il y a eu le ressac qui a été assez immédiat. Antoine Masbous. Alors, les Qataris ont suivi les Saoudiens dans l'investissement sur l'islam politique, notamment à l'étranger et en Occident. Parce que l'Arabie a exporté, financé le wahhabisme qui s'appelle chez nous le salafisme. Le Qatar a financé les frères musulmans. Aujourd'hui, ils se disputent et dans leur querelle, ils se dénoncent. Et donc, du coup, on voit aujourd'hui comment les uns et les autres avaient financé l'islam politique il n'y a pas très longtemps encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif, qui sort de cette querelle entre eux, qui se dénoncent pour avoir financé l'islam politique et les djihadistes. Ala Konmani. Je ne sais pas si l'idée que les communautés arabo-musulmanes en Europe sont quelque part un relais nécessairement de l'Arabie Saoudite, de leurs pays respectifs d'abord, etc., c'est une idée qui reste chez les pays. Et là, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe ont voulu aussi en profiter, se dire, bon, on a là une réserve humaine qu'on peut promouvoir
parce que souvent, ça a été pas que négatif. Il y a eu des bourses d'étudiants données, il y a eu des œuvres sociales financées, des activités sportives. Il n'y a pas que ça. Donc, mais ce côté, oui, ça, j'ai un petit peu une influence un peu naturelle. Il est un peu normal que je m'intéresse à ces communautés arabo-musulmanes hors des pays arabes. Et on a bien fait de les laisser faire ? On n'a pas beaucoup laissé faire. Je crois pas que... On a laissé faire maintenant, oui, sur le plan religieux, sur le plan... je crois que non, on a été inconscients. Même eux étaient inconscients, je crois. Écoutez, à l'origine, c'était l'exportation, avec les relations politiques et les relations commerciales, il fallait injecter du religieux. Ça, c'était mauvais, à commencer par le Maroc, qu'il avait... à ses propres dépens, regretté. Mais dans les banlieues aussi, c'est financer les mosquées, financer le salafisme, donner des bourses d'études pour aller étudier à la Mecque et Médine le wahhabisme et le salafisme, c'était pas de très bonnes idées. Et après tout, pourquoi la France a-t-elle accepté? Pourquoi elle n'a pas ouvert les yeux dès que les premiers signaux étaient là, inquiétants? Parce que ces gens revenaient avec une charge de mobilisation, de haine qui n'était pas du tout compatible avec les valeurs de la République. Je voudrais vous faire réagir à ces questions de téléspectateurs. Comment la France peut-elle continuer à accueillir un pays qui a quasiment réduit en esclavage des dizaines de milliers d'ouvriers? Pascal Boniface. Il n'a pas réduit la situation des travailleurs immigrés au Qatar est mauvaise, comme dans tous les pays du Golfe, comme à Hong Kong, comme à Singapour. C'est plus visible, mais ce n'est pas pire. Donc, le système de la kafala, c'est scandaleux. Il faudrait que le Qatar, effectivement, y mette fin. Ils ont promis de le faire. Il y a du retard à l'allumage. Et ça va se retourner contre eux s'ils ne le font pas, parce qu'il y aura de plus en plus de critiques. Mais la notion, quand même, d'esclavage me paraît un peu... Il faut aussi prendre la responsabilité des pays d'envoi, qui est des agences qui s'occupent de cela, qui se font de l'argent sur les gens qu'ils envoient. Mais disons que la situation des émigrés dans le Golfe et dans certains pays asiatiques riches par rapport aux pays asiatiques pauvres, le Qatar ne se signale pas particulièrement par rapport à cela. Et donc, si on voulait arrêter les relations, il faudrait arrêter les relations avec Hong Kong, avec Singapour, avec l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Et disons que, par rapport, même si on ne veut pas comparer, ne donnons pas trop de leçons aux autres sur le sort des immigrés. Une question très football pour Jérôme Gessel. Comment le Qatar peut-il jouer la Coupe du Monde avec une équipe composée de Brésiliens naturalisés ? Bon, ça existe aussi pour le handball. Hein. Il faut savoir qu'ils avaient une équipe de hand assez internationalisée. Écoutez, effectivement, ils sont en recherche de talent. On connaît la faible démographie de ce pays. Et il y a des joueurs brésiliens qui n'ont pas le niveau pour jouer dans la Seleção, hein, donc l'équipe brésilienne, qui préfèrent peut-être vendre leur talent au Qatar. Mais c'est vrai que franchement, pour que la Coupe du Monde soit belle, etc., il faudrait que le Qatar ait une équipe compétitive, parce que s'ils se font écraser et humilier dès le premier tour, ça serait pas de très bonne aloi, quoi. C'est la première fois qu'un pays organise la Coupe du Monde sans y jamais avoir participé. Ouais. Donc effectivement, et je pense pas que même avec quelques talents brésiliens, que le Qatar puisse avoir une équipe très compétitive en 2022. Eh bien, on verra ça. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous.